On se retrouve sur le plateau de Love Light pour une émission consacrée à Sony. Je vous en ai parlé dans le sommaire. Pour faire le point sur cette émission, on a Fabrice Abuaf. Bonjour Fabrice. Bonjour. Tu es chez Sony. Tu représentes la marque aujourd'hui. Tu vas pouvoir un petit peu... Eh bien, d'abord me rectifier si je fais des erreurs quand on va présenter cette marque. Et puis on va parler aussi, bien sûr, un peu matériel. Tu as un petit peu, hein. Un tout petit peu. On n'en a pas amené beaucoup. Un tout petit peu. Tu as une longue expérience, notamment dans le monde de la photographie et surtout dans les grands acteurs des différentes marques. Aujourd'hui, c'est Sony. Tu fais un peu de photos aussi à titre perso. Tout à fait. On aura l'occasion peut-être d'en parler. Je reviens à toi dans quelques instants. Fabrice, à côté de toi, on a un invité de marque, puisque c'est l'ambassadeur Sony, Bertrand Bernager. Bertrand, bonjour. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Je t'en prie, on va voir ton travail un petit peu. Tu utilises la marque Sony depuis les années 2010. Depuis toujours, j'ai commencé la photo depuis 2012. Voilà, donc on revient tout à l'heure sur tes œuvres. Moi j'ai vu des très belles choses. On va essayer de les faire partager, de les faire découvrir aux auditeurs. Et puis tu nous raconteras un petit peu toute l'histoire. Avec plaisir, merci beaucoup. Avec nous également Alban. Bien sûr. Membre de la technique. Membre de l'équipe, on va dire. Voilà, tu fais partie de l'équipe. Ouais, et aujourd'hui, je suis content que tu m'invites parce qu'on va parler de photos et de vidéos. Et ça, je suis un peu plus vidéo. Toi, tu es plus Sony, vidéo. Et puis, tu es Sony aussi. Tu connais bien la marque. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Alors, on va d'abord découvrir un petit peu la marque Sony, même si est-ce qu'il faut vraiment la présenter, cette marque, je suis pas certain. Non. Je suis pas sûr. Je vais quand même en parler un petit peu. Sony est né en 1946. Cette marque s'appelait pas encore Sony. Fabrice, c'est ça. C'était à l'époque deux personnes qui ont fondé une société qui s'appelait Tokyo Tsushin Kogyo. Je suis désolé, je suis obligé de lire. Alors c'est dommage parce que tu devrais nous faire jouer avec des buzzers. Ouais. Parce que là, je l'avais, celle-là. Tu l'avais, celle-là? Je l'avais, ouais. Alors, attends, j'en ai une pour vas-y, toi, Alban. vas-y. Est-ce que tu es capable de me citer un des deux fondateurs de la marque Sony? Et bien sûr, il s'agit de... Parce qu'on n'arrive pas bien à prononcer la répète, on n'y arrivait pas trop, mais toi, tu le sais par cœur, vas-y. Alors, on a deux fondateurs, c'est Akio Morita Oui. et Masaru Ibusa. D'accord. Voilà. Ok. C'est une société qui est née en fait avec une vingtaine de personnes et qui avait comme ambition en fait de fabriquer elle-même des appareils électroniques. Je crois que c'était l'ambition de départ. Et puis en 1955, quand ils ont voulu commencer à être avoir une ambition un peu mondiale, ils se sont dit on va changer de nom, on va choisir un nom qui représente le son, du latin sonus, pour s'appeler justement Sony. Mais pas seulement, puisqu'en fait, Sony, c'était aussi une expression, je crois que tu as une anecdote là-dessus. C'est une référence par rapport au Sunny Boy, expression américaine, un enfant joyeux par rapport au soleil. Et aussi l'après-guerre, le Japon, l'après-guerre, c'était compliqué, crise économique, la famine. Et donc, cette entreprise Sony qui voulait rebondir, aller de l'avant. Oui, c'est ça. En plus, dans cette expression anglaise, elle signifiait en fait d'avoir un esprit libre et innovant. Je crois que c'était ce qui était donné à l'époque. C'est bien dans la ligne, ça, de tout ce qu'a fait Sony depuis tant d'années. On essaye de garder ce côté rayonnant. Ouais, c'est ça. En plus, en 1953, naît le transistor. Sony, bien entendu, utilise cette invention et commence à fabriquer ses premiers récepteurs radio. C'est comme ça que Sony, en fait, a envahi un petit peu le monde, quelque part, avec ses premières inventions. Bon, après, Sony, on connaît cette marque aussi dans la création de cassettes vidéo, dans le Walkman, la disquette. Alors, disquette, aujourd'hui, on n'en entend plus parler, mais à l'époque, c'était quand même très important. Le CD, avec Philips, je crois qu'ils avaient un brevet en commun. Et puis, surtout, le premier caméscope grand public, avant d'arriver à un autre support qui est le Blu-ray, puisque c'est également eux qui ont fait ça. Et quelle année le Blu-ray, attention? Début des années 2000, c'est la PlayStation 3. Il est incollable. 2006, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Bertrand est un féru de technologie. Il connaît sans doute largement mieux l'histoire de Sony Pas que par moi. cœur non plus. On a un peu, on se met en commun pour avoir l'histoire complète. Non, mais c'est bien. C'est aussi un catalogue de contenu audio et de contenu vidéo Sony, puisqu'ils avaient racheté à l'époque la CBS et puis Columbia Pictures. Ils ne sont pas simplement dans l'électronique, ils sont aussi justement un petit peu dans toute la création de contenu. Création de contenu. Hollywood, la musique, tout, ouais, les ça. vidéos. Et puis j'allais le dire, tu me l'as soufflé, bien entendu, les jeux vidéo, puisque Sony est quand même leader là-dedans.
Et PlayStation. Ouais. Avec la PlayStation, exactement. Pour Noël, les PlayStation, ça va être bon ou c'est pas bon? C'est en stock ou c'est pas en stock? C'est en stock? Tu l'as déjà acheté ou pas? Non, Tu l'as déjà, c'est bon. Non, ah, mais si je l'ai pas, Non, c'est moins bon. on n'a pas cette information. D'accord. Bon, on va revenir un peu sur la photo puisque c'est quand même le but. Toujours Sony, donc on va passer un petit peu les évolutions, les naissances de super appareils. Alors le premier appareil photo, c'était le Mavica, qui est né en 1981. C'était une technologie en fait qui se basait sur la vidéo, d'après ce que j'ai compris, c'est bien ça. Et on pouvait faire une cinquantaine de photos qui étaient stockées au départ sur des disquettes. Et puis ensuite, on a eu droit à des mini-disques vers la fin des... J'ai pas les années, mais je crois que c'était des disquettes pour terminer par un petit CD, en fait. C'était l'évolution du Mavica. Et puis ensuite, on arrive en 2006 avec le Sony Alpha. Tu veux nous en dire quelques mots de ce Sony Alpha? Effectivement, Sony a lancé le premier appareil photo numérique, on va dire, accessible, avec le Mavica. Dans les années 80, à l'époque, le numérique, c'était les balbutiements, il y avait à peine Kodak, mais c'était encore un peu un tas de brouillons. Donc Sony a vraiment cru au numérique dès le début. C'est vraiment Sony, c'est une marque du numérique, c'est une marque d'ingénieurs. Il n'y a pas eu ce passé argentique, mais qui a assumé finalement que Sony a cru directement à l'électronique à une époque où l'argentique était encore majoritaire. Effectivement, après, il y a notamment la gamme, la marque Minolta. C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est-à-dire que Sony, effectivement, a aussi un lien avec l'argentique, C'est par ça. à la fois Konica et Minolta. Mais Minolta, c'était Sony ou c'est Sony qui A été racheté. Non. Ça a été racheté. Ouais. Minolta, Konica Minolta a été racheté en 2003 peut-être. Vous voyez, Ouais, en fait, c'était Parce qu'il- Konica a racheté Minolta. Ouais. Pendant 2 ans, au bout de 2 ans, ils se sont séparés de la partie photo de Minolta, et dont les brevets ont été repris par Sony pour lancer la gamme Alpha, réflexe, entre guillemets. Et pour l'anecdote, la monture donc Minolta, une monture argentique des années 80, est la même monture que la monture A utilisée sur la gamme des SLT Sony dans les années 2000. Donc il y a une continuité, et même le logo Alpha et le nom Alpha vient des Minolta, avec l'Alpha 7000 en 1985, qui est le premier appareil photo avec autofocus, avec un véritable autofocus en 85. On voit aussi le lien avec Sony, leader sur l'autofocus. Et après, il y a même eu les Minolta Alpha 7 et Alpha 9, qui étaient les argentiques, mais qui avaient déjà le nom Alpha et Alpha 7 et 9. qui a été plus, repris. Alban, ça. t'as quoi en main là? C'est plus au Japon. Mais j'ai un Alpha, un 7, Pas l'Alpha 7. le 3. Donc on voit qu'il y a un lien. Et Voilà. donc le Alpha qu'on voit là, c'était le Alpha de l'époque. Bon, peut-être redesigné. Quelle était mais c'était déjà l'Alpha de Minolta. Donc Ouais. il y a une continuité entre les marques. Il y a une vraie histoire. Ouais, donc là, on était sur la monture A, et c'est seulement en fait en 2010, enfin seulement, puisque Sony est un des premiers à avoir changé sa monture par rapport aux autres acteurs. C'est en 2010 qu'on voit apparaître la monture E. Alors, quel était en fait l'argument de pourquoi changer cette monture? Est-ce qu'on a une idée là-dessus? Alors, je n'avais pas forcément les mots des ingénieurs qui ont conçu ça, mais effectivement, l'idée, c'est que, comme c'est une société d'innovation, c'est une marque qui va toujours de l'avant. En fait, très rapidement, ils se sont rendus compte des blocages technologiques qu'on pouvait avoir dans un système réflexe. C'est-à-dire qu'ils avaient compris très tôt qu'un capteur pouvait faire beaucoup plus de choses que simplement remplacer un film photo. Voilà, qu'on met dans le noir parce qu'il est sensible à la lumière. Le capteur, il peut regarder, il peut analyser. Donc c'est dommage de se passer de tout ça. Donc très tôt, donc dès 2010, ils ont conçu leur propre gamme, qui est donc la gamme avec monture E, interchangeable monture E, hybride. Donc cette monture, elle a été conçue dès le début pour pouvoir accueillir, au départ c'était des capteurs un peu plus petits, APS-C, Super 35, pour aussi permettre des choses plus accessibles. Mais elle a été conçue dès le départ en 2010, on a encore les mots des ingénieurs qui l'ont conçue en 2010, pour pouvoir accueillir en 2013 un capteur plein format. Et l'intérêt de cette monture, voilà, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2010-2013, vous imaginez tout ce qu'on a pu construire. C'est ça qui est incroyable. Tu prends 10 ans, 2013-2023, Oui. tu as 10 ans, l'évolution en 10 ans, mais chez tous les constructeurs, Sony évidemment, mais et avant toute l'histoire de la photo. En fait, tu as l'impression que là, on passe un gap. Il y a une accélération énorme, mais on le voit dans la puissance des ordinateurs, dans la puissance des processeurs, dans la façon de graver les processeurs, dans la façon de... Enfin, je veux dire, l'accélération, ces 15 dernières années, elle est
juste monumentale. Et ce qu'on voit pointer du bout du doigt sur les intelligences artificielles, ce n'est que le résultat de plus de puissance de calcul, de plus de mémoire, de plus de vélocité. Et de la miniaturisation, tu le disais, c'est vrai que quand on gravait à 11 nanomètres, aujourd'hui on arrive à 5 nanomètres, ce qui est assez phénoménal. Donc du coup, effectivement, on rajoute énormément de transistors et du coup, de la puissance de calcul, et on a toute cette évolution. Pour revenir justement à cette naissance de cette bague en 2010, arrive en 2012 la série RX, qui est issue donc qui exploite en fait cette nouvelle bague. Et je crois que le RX, la série RX, a été un succès absolument phénoménal. Notamment, c'était une des 25 meilleures inventions en 2012. Alors la RX, toute la partie série, c'est les compacts. C'est les compacts. Donc on n'est pas sur la bague, la monture. La série RX, c'est tous les RX 100, je crois que c'est le premier. Wikipédia, t'as raconté des conneries. Je sais pas pour dire. On est au 100 Mark VII, c'est pas grave. Mais avec un capteur je me suis trompé d'un an. Voilà. C'était 2013, avec la série Alpha. Voilà. Non, mais là, disons qu'une gamme, c'est plusieurs types d'appareils pour différents positionnements prix, différents usages. Et voilà, on voit déjà le peu de choses qu'on a apporté sur la table. Et voilà, franchement, je n'ai pas tout apporté, mais c'est intéressant de pouvoir, on en parlera plus tard, fournir des boîtiers en fonction de chaque usage et aussi de chaque portefeuille. Voilà. Donc la série RX, qu'on a aujourd'hui avec le RX100 Mark VII, qui est le dernier compact, capteur 1 pouce, voilà, c'est effectivement aujourd'hui parmi les best-sellers c'est ça, le RX100. de gamme voilà, totalement... immanquable. On ne peut pas aujourd'hui se passer d'un boîtier compact expert. Oui, c'est ça. Et en fait, en 2013, donc là, on a effectivement toutes ces séries Alpha 7 et Alpha 7R. Donc, juste, on reviendra tout à l'heure quand on fera un point matos, mais très globalement, très simplement, on a des lettres qui arrivent, le R et le S, dans les séries qui sont arrivées par la suite. Le R, tu me l'as très bien expliqué, tu peux peut-être nous réexpliquer un petit peu. C'est très simple. Toujours dans le but de convenir à tout le monde et à différents usages, et on en parlait déjà tout à l'heure. Mon client veut des photos grandes comme ça et des vidéos 4K très bonne qualité. Donc Sony a d'emblée fait sur sa gamme un S avec moins de pixels, 12 millions en l'occurrence. Il est où ? Alors, le S3, il est monté avec le micro. Il est là. Voilà. Donne-le à Fabrice, comme ça, il le montre à la caméra. Voilà. Donc ça, c'est la série S avec un petit S bleu. Voilà. Donc, moins de pixels, plus de sensibilité ISO, une orientation vidéo assez claire. Pas de lettres, d'une certaine façon, c'est-à-dire l'Alpha 7, 1, 2, 3, 4 maintenant aujourd'hui, qui lui était dans la polyvalence, c'est-à-dire on a 24 millions, 33 maintenant avec la 7.4, et il fait aussi bien photo et vidéo. C'est celui-là. Et T'en dis pas trop, les R, voilà. pour résolution, où là on aura beaucoup plus de pixels, donc un peu moins de montée en ISO, mais une nécessité de pouvoir agrandir, recadrer, etc. Et puis après, on a vu arriver les 9, les Alpha 9, justement, pour ce qui est d'une technologie très spécifique à la vitesse. D'accord. Et là, on a le panorama à peu près global. Bon, écoute, c'est une très bonne transition. Pendant qu'Alban fait des jeux absolument phénoménaux de... Ouais, c'est ça. Fabrice, ce que je te propose, là, au niveau de Sony, on a compris le principe. On reviendra sur le matériel juste après. Je voudrais aussi parler quand même un tout petit peu de l'optique, puisque Sony est fabricant d'optique. Non, c'est Zeiss qui est fabricant d'optique. Eh ben non, c'est toute la polémique. Et voilà. Mais c'était donc ça. Non, on a énormément d'optiques qui sont fabriquées. On a des séries G, séries G Master. Bertrand, tu utilises énormément aussi beaucoup. Ces optiques. Je travaille beaucoup avec le 1224 f2.8 Master, le 1635 f2.8 Master, le 24-24 Master. 70 de Master Mark II. Alors on va en parler quand on va te découvrir, mais c'est vrai que toi tu es essentiellement tout ce qui est urbain, enfin on va dire photo de rue, tout à fait. Et puis sport un petit peu. Oui, alors côté urbain, donc architecture. Architecture. Contemporaine et street photo. Après dans le côté plus travail pour des photos de commande, un peu le monde du sport, événementiel, nature, mais ça reste quand même un milieu plutôt urbain, donc plutôt des très grands angles. C'est ce que j'allais dire, voilà, c'est ça, c'est plutôt du très grand angle. On en reparlera, on a quelques petites pépites en images, enfin en tout cas moi que j'aime beaucoup. Petite précision, tu faisais un joke en disant Sony, c'est Carl Zeiss. Non, pas tout à fait, mais par contre on a également deux constructeurs qui fabriquent des optiques pour Sony
enfin des optiques pardon, qui s'adaptent sur le matériel Sony. On a Sigma et on a Tamron également, puisqu'en fait, Sony a pris le pas d'ouvrir entre guillemets sa bague et de permettre justement à d'autres acteurs de pouvoir être aussi acteurs là-dessus sans aucun problème. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres fabricants. Il y a beaucoup de questions dans ce que tu viens de poser. C'est mon côté extrêmement riche, là, ce que tu viens de dire. Non, mais ça apporte effectivement plusieurs réponses. L'historique Zeiss et Sony, elle date d'il y a très très longtemps. Déjà sur les compacts, on avait ce partenariat-là avec des optiques Zeiss, des capteurs Sony. Et, voilà. Et après, effectivement, ça a continué sur les montures A, ça a continué sur les montures E. Aujourd'hui, les choses changent un peu. Sony fabrique sur toutes les séries Sony, les séries G, les G-Master, c'est Sony en interne qui fabrique. Ouais. Et d'ailleurs, c'est essentiel parce que ça veut dire que l'ingénieur qui va concevoir les lentilles, la formule optique, et Dieu sait qu'il y a eu tellement d'améliorations, notamment sur les moteurs, pour bouger les lentilles, pour réaliser l'autofocus, des fois même le zoom, quand c'est un power zoom, qu'en fait, il va discuter avec l'ingénieur qui fait les capteurs. Puis il va dire, c'est quoi ton capteur de dans 10 ans ? C'est quoi l'algorithme qui est en train d'arriver ? Et donc, ils vont travailler ensemble. Ça veut dire qu'on a vraiment une symbiose assez extraordinaire entre le boîtier et l'optique. Et c'est ce qui fait aujourd'hui les performances. Quand on veut vraiment tirer le meilleur parti de nos boîtiers, c'est bien d'avoir une grosse partie de son parc, si ce n'est pas la totalité, en Sony. Et pour revenir justement sur le point que tu abordais, Sony a ouvert sa bague pour pouvoir laisser d'autres fabricants. Alors, il n'y en a pas que deux, hein. Il y en a des dizaines, en fait, en réalité. D'accord. C'est en même temps extraordinaire parce que ça veut dire qu'on a tellement de boîtiers, on a tellement de caméras vidéo en monture qu'aujourd'hui, il y a un choix incroyable d'optiques qui vont proposer des prestations complètement différentes. Réellement aucun concurrent en termes de fabricants pourra proposer les performances extrêmes qu'on a sur nos objectifs, mais ça sera effectivement aussi des alternatives. Et les gens vont faire leur choix aussi là-dessus. Mais c'est une grande richesse pour l'univers Sony. Et en même temps, nous, ça nous challenge tous les jours, les ingénieurs de chez Sony, pour pouvoir faire les objectifs que les utilisateurs Sony vont aussi acheter. C'est en même temps bien pour la créativité, et en même temps, c'est aussi une dynamique commerciale et d'ingénierie. Et je pense que la dynamique, elle est très bonne pour tout le monde. Oui, bien sûr. Ce n'est donc pas que marketing. Non, pourquoi ? Non, pas du tout. Non, parce qu'on change de bague, machin. Chez Canon, on passe de F à R, on explique que c'est pour ça. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je suis là pour ça. Est-ce que vraiment on va de mieux en mieux avec ça ? Est-ce que tu penses que demain, il y aura encore mieux que le... Alors, je fais le point de la bague monture 2010. Ouais. On est en 2022, bientôt 2023. La bague n'a pas changé. On a différents formats de capteurs. La bague est la même. Vous montez n'importe quelle optique sur n'importe quel boîtier. Alors, bien sûr, les objectifs qui projettent sur du Super 35, on va moins profiter d'un plein format. C'est un peu contre nature, mais physiquement, ça le fait. On fait avec un capteur plein format de la vidéo en Super 35. Donc, on peut utiliser des objectifs Super 35. Donc, vous voyez, l'écosystème, on a 70 objectifs en gamme aujourd'hui. Elle monte sur l'intégralité de nos boîtiers montureux, quelle que soit la génération. Donc, le but de Sony, c'est d'ouvrir un écosystème le plus pérenne possible. Voilà. Pas de changement de monture, alors, dans les 10 années à venir. Ah ben, j'espère pas. Non, c'est pas l'objet. En plus, ce sont des produits qui sont vraiment faits pour durer. Les optiques, notamment G-Master, elles sont conçues pour des capteurs à très haute résolution. On travaille avec des boîtiers, par exemple, la gamme R, qui monte maintenant à 60 millions de pixels. Les optiques sont pensées depuis des années pour pouvoir couvrir et pouvoir vraiment remplir ces pixels. Donc c'est vraiment des produits, moi je suis au quotidien, l'avant-plan on a un 70-200 f2.8 G-Master Mark II. Pendant 4 ans je travaille avec le Mark I, qui était déjà un très bon produit. Mais là il y a des évolutions, il y a des moteurs beaucoup plus rapides, très fluides, le piqué est vraiment constant. C'est vraiment des produits qui sont des outils de travail. Moi c'est mon outil de travail au quotidien et c'est fiable, c'est rapide, il fait ce qu'on lui demande. Et donc, il y a une vraie plus-value. On sent que c'est des produits qui sont vraiment bien pensés. Ouais. On va revenir dessus dans le point de matos. Dites-nous, vous qui regardez cette partie, si vous êtes Sony, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous utilisez la marque ? Laissez des commentaires, c'est intéressant parce que nous, derrière, on va les faire remonter
On va les faire montrer. Voilà. On vous répondra, bien pas. sûr. Et en plus, très certainement, vous aurez des réponses dans des prochaines séquences. On va passer au point matos. C'est super. Je pense que c'est pas mal. Merci pour ce premier point. On se retrouve tout de suite. Et là, on va parler un peu de matériel, avec un peu de matériel. Et puis, s'il nous en reste, on vous met un peu de matériel. À tout de suite.